Donc, pour le Bénin, typiquement, on voit la même chose. En rouge, en rouge ici, c'est le profil de production cumulé de 83 jusqu'à 99 au moment de la fermeture. En rouge ici qui descend, c'est le profil de production d'huile uniquement. Ici, c'est le profil de production d'huile et de l'eau qui est en rouge ici. Le rouge qui descend dans ce sens-là, qui va là et qui fait ça, c'est uniquement l'huile. Et vous avez en bleu ici le profil de production cumulé de l'eau. Donc, de profil de production de l'eau, pardon. Donc, le profil de production de l'eau, c'est le profil de production. Le profil de production qui est en rouge ici, c'est le profil de production de l'eau qui est en bleu ici, plus le profil de production qui est là. C'est ce qui nous permet d'avoir ceci qui est ici, qui est cette courbe-là. Et quand je projette, je mets tout ça en filigrane et que je projette un peu, on a à peu près la courbe de déclin qui est ici, que j'ai essayé donc de montrer là. On l'a ici également. Là. Et vous avez aussi le profil de production du pétrole brut lui-même qui descend. Donc, vous voyez, on n'a jamais atteint au cours donc, de la période de production, on n'a pas dépassé, on est à 9000 barils, 9200 à peu près pour le maximum. On n'a jamais dépassé ça. Et donc, ce monsieur dit 16 000 barils jour. Bon, ok, on verra bien. Ok, supposons même 16 000 barils jour. 16 000 barils jour, il y a une absence donc, de modélisation de trajectoire de divertissement. La trajectoire de divertissement doit prendre en compte 16 000 barils jour qui peuvent se déverser au cours d'une journée en cas d'accident. Le scénario qui a été organisé qui a été simulé par Sapetro pour son étude d'impact environnemental ne prenait pas en compte 16 000 barils jour parce que Sapetro avait moins de 16 000 barils jour comme ambition donc, de production pour le Bénin. Donc, c'est en fait un analogue qui a été utilisé qui est basé sur du rien, qui est complètement faux et qui n'est pas basé sur la réalité non plus du schéma de production qu'ils ont mis en place. Notamment, Sapetro stocke en fait la production en onshore ici. Et par contre, avec un tas de femmes qui est ici, et par contre, le schéma de production que ce monsieur ils ont proposé, c'est de stocker la production en mer. Donc, imaginons, toute la production pourrait, pas un incident, par exemple, toute la production s'est déversée. 1 million de barils, par exemple, s'est déversé en mer. C'est pas pareil que si vous avez quelques milliers de barils qui se déversent. Et donc, aujourd'hui, cette étude qui a été utilisée, elle est complètement fausse. Et ça a été validé par un certain nombre de cadres du ministère des Mines, les cadres donc, de l'environnement sous Tonato. Donc, visiblement, Tonato il ne regarde pas tout ça. Et un certain nombre de cadres du côté universitaire également. Donc, on va. Du coup, vous avez. Là, on arrive à la fin donc, de tout ce qui est scandale concernant RES et tout ce qui est aspect technique que ces messieurs n'ont pas respecté à ce jour. Pour la suite, je vais vous présenter la pollution en mer, la pollution marine offshore, et ça, c'est justement un scandale Tonato et Adambi. Cette pollution, elle est en cours pendant que ces messieurs veulent développer un autre projet qui est à côté, qui va être le projet donc, de développement du champ de Sémé, euh, qui va prendre corps peut-être, si tout va bien, d'après le calendrier, fin décembre et début janvier 2026. Donc, vous avez ce scandale. Ici, je vous montre. euh, Là, nous sommes sur le bloc-on, toujours le champ de semai, une ancienne plateforme donc, de production donc, du champ de semai. Vous avez une barge ici qui a traîné le petit navire là qui descend en fait, comment on appelle, on va dire le navire, c'est les navires gonflables là. Genre, on prend ça pour s'approcher un peu plus de la plateforme. Donc, c'est pour ça qu'ils tentent de les descendre. Et vous avez, pour ceux qui diront que c'est pas le Bénin, vous avez le drapeau du Bénin qui est bien là, que j'ai bien remis là. Donc, on est là bien sur le territoire béninois. Donc, c'est quelque chose de réel, c'est bien le Bénin. Et donc, pour vous remettre tout ça en perspective, vous avez au total euh, une plateforme qui est sur la structure sud que je vous avais montré au départ où je disais on avait 15 millions de barils dès le départ. Donc, vous avez une plateforme P2 là-dessus.
Vous avez, sur la structure au nord, vous avez cette plateforme-là, vous avez la plateforme P1. Ça, c'était les plateformes de Saga. Plateforme P1 et la plateforme P3. Donc, c'était les trois plateformes qui exploitaient le pétrole dans le temps, plus les monopodes. Les monopodes, ce sont des plateformes typiques qui exploitent un seul puits. Sachant que les autres plateformes, c'est des plateformes qui exploitent plusieurs puits. Et en général, c'est quand vous avez une plateforme, vous avez la possibilité de forer un puits vertical. Vous ne pouvez pas forer deux puits verticales parce que vous allez directement vertical. Et après, les autres puits, vous pouvez les forer de façon déviée. Donc, ça fait que, du coup, comme ces puits-là sont des puits verticaux, on n'a qu'une seule plateforme là-dessus et compte tenu de l'objectif aussi, on les a mis là. Donc, ça, c'était Saga. Donc, vous avez trois plateformes plus deux monopodes. Et après, vous avez Sapetro qui s'est installé quelque part ici. C'est la plateforme CSP là, qui est inachevée. Avec le tank farm qui est quelque part ici, que j'ai remis ici, Saga et Sapetro, ici. Vous avez les navires, non, le terminal donc, de chargement du navire. Donc, quand le pétrole sera acheminé jusqu'en onshore et traité ici, stocké, traité ici, on va le réacheminer en mer. Et ici, donc, du coup, on va le charger donc, dans les tankers ici. Ça, c'était le profil de production donc, retenu par Sapetro dans le temps. Mais ceux-ci, ils ne veulent pas ce profil de production, à part pour les horizons H7 et H8. Sinon, pour l'horizon H6, ils veulent tout faire en mer, exploiter en mer. Et avec leur opacité, on ne sait même pas si les ingénieurs béninois qui seront là-bas auront la possibilité de savoir quels sont les volumes qui sont produits, traités, combien on jette comme eau, combien on a comme pétrole réel et combien part directement dans le navire en mer. Donc, tout se fera en opacité. Vous faites mystère, vous allez tomber en mer, on va vous dire que c'est un accident, on va vous repêcher des fonds. Donc, et après, je finis cette explication. Vous avez le tank farm donc de WAPCO. Ça, c'est quand le pétrole du Niger arrive, ça se stocke là dans les trois bacs là. Et ça se charge sur le terminal donc de Sémé, quelque part ici, un peu plus loin. Donc, quel est, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a un certain nombre de plateformes qui font fuir du pétrole, notamment les monopodes. Je vais vous le montrer. Mais avant de vous le montrer, je vous montre en fait une image un peu grossie donc de la plateforme P3. Celle-là, elle est proche de nos côtes, elle est à peu près à 13 km. Celui-ci qui est plus loin, il est à peu près à plus d'une quinzaine de kilomètres en tout cas, 17 kilomètres à peu près. Euh, les autres sont autour donc de voilà, 1 kilomètre à peu près, 2 kilomètres là, de la plateforme ici qui est à 13 kilomètres de nos côtes. Donc la plateforme P3. Et si vous regardez très bien, ce qu'il y a, c'est que là, vous allez vous imaginer que vous êtes en face donc, de la mer, et vous faites face à la mer, vous avez M2 qui est ici, M1 qui est là, et les autres qui sont là à peu près comme ça. C'est comme ça la configuration. C'est exactement la configuration que je vous ai mis là. Sachant que l'ouest, il est ici, et que l'est est ici. C'est à peu près une inversion de est-ouest. Donc, vous avez cette plateforme-là qui est complètement rouillée, qui est dans la mer, qui est rouillée. Et vous avez également le monopode M2 qui est là, avec complètement noirci et avec une ferraille, ça tient debout à peine. Déjà, c'est environnemental. Donc, on n'a pas fait le demi-commissioning, de commissioning du moins. Vous avez le monopode M1 qui est là, que j'ai remis en perspective. Je le mets pour que vos téléspectateurs puissent bien regarder après. Et là également, vous avez le P1, la plateforme P1, qui est proche. Le rig a été installé à peu près à 1 kilomètre donc, de cette plateforme-là, entre cette plateforme et cette plateforme. Donc, le rig, il est quelque part ici. Le rig de forage actuellement. Donc, le nouveau puits qu'ils vont forer, ça va être quelque part ici, entre ces deux plateformes-là. Donc, vous avez le CSP de Sapetro qui a été laissé. Ces photos-là datent de 2024, lors donc, de la dernière visite. Et au cours de cette visite, vous vous souvenez, je vous avais dit, ils ont écarté les ingénieurs béninois qui représentent en fait le ministère des Mines, qui sont chargés donc d'inspecter avec la compagnie à craquer cette plateforme-là. En fait, ils étaient tous allés dans le même navire et quand ils ont lancé le Zodiac,
le petit Zodiac qui a été déployé, que je vous ai montré, ils ont dit, ah, le Zodiac ne peut pas prendre plus de 5 personnes. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour que ce soit les représentants donc, du ministère qui soient écartés. Et ça, Adambi n'avait rien dit. Bon, quand vous êtes corrompu, vous êtes trempé jusqu'à la trempe, vous n'avez plus de mots, quoi. Vous ne comptez plus, vos avis ne comptent plus. Donc, il n'a même pas demandé d'explication. Et là, vous avez aussi un autre désastre, la plateforme P2, qui est complètement loin, qui est sur la structure la structure qui est au sud. Donc, euh, quel est le scandale? Il y a une étude donc, de demyelinating qui a été proposée. C'est aussi un marché opaque, mais c'est un financement en fait qui vient de la Banque mondiale. Donc, la Banque mondiale dit, nous, on vous aide un certain nombre de pays, donc du Golfe de Guinée, en tout cas qui ont le littoral de l'Afrique de l'Ouest, qui ont le littoral, y compris le Sénégal, hein, ça va jusque là-bas. C'est un projet gigantesque donc, de la Banque mondiale. On vous finance pour certains projets. Et donc, dans certains volets donc, du projet, vous avez euh, la, la dépollution donc, de la mer, donc, la pollution des mers par les hydrocarbures, tout ça. Il faut voir comment est-ce qu'on arrive à endiguer ce problème-là. Ça, c'est l'objectif donc, du projet. Et donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce projet? Donc, c'est ce que nous allons essayer donc de vous développer. Mais avant de développer ce projet, et pourquoi est-ce que Toronto il revient à chaque fois dans tout? Vous voyez, Toronto, il est partout, il est même au ministère aujourd'hui, c'est lui qui gère le ministère. Il faut savoir que Patrice Talon, c'est quelqu'un de loyal. Et Toronto fait partie donc d'un certain nombre de personnes proches de lui aujourd'hui qui l'ont aidé au moment où il était complètement dans les abysses. Il n'avait plus de financement, ou en tout cas qu'il n'avait plus de jetons pour ses politiques ambitieuses, etc., de déstabilisation du régime de Cotonou dans le temps. C'est monsieur, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il a signé un chèque de 600 millions non approvisionné sur un compte non approvisionné dans la sous-région. Et c'est grâce à Boko, Todato et tout ça, et tous ces personnages qu'il a pu donc s'en sortir parce que la banque voulait le poursuivre. C'est des tentatives frauduleuses. Et donc aujourd'hui, ça fait qu'il est trop reconnaissant envers Tonato, il est très reconnaissant envers Boko. Donc il fait nommer Tonato, il fait nommer Adambi, qui est le protégé donc, de Boko dans le système. Donc, quand cette étude de la Banque mondiale arrive pour le déclassement, qu'est-ce qui se passe? Bon, on dit, on fait une visite en mer, on remarque effectivement qu'il y a de l'huile qui suinte, qui est en surface ici. Vous avez tout ça qui est en surface. Je vous ai mis le lien YouTube, vous pouvez regarder. Vous avez également des éléments donc, de capture d'écran YouTube que je vous ai mis là. Et on a dit, on va confier le travail à Monsieur Franck Diakadia Septime. C'est un marché de 3 milliards euh, fait pratiquement sur du gré à gré. Bon, ça a l'air d'être du gré à gré en tout cas, mais c'est complètement opaque. Et, euh, et ce monsieur Yakaja, donc de CEO, le président, non, directeur non, du cabinet Bélis Cafadrier, c'est lui qui a gagné le marché. Bon, donc quand vous faites cette visite pour aller voir s'il y a de la pollution, mais est-ce qu'on a, à travers toutes les photos que je vous ai montrées des plateformes rouillées, etc., est-ce qu'on a besoin aujourd'hui donc de dire qu'il faut forcément une mission pour aller constater qu'il y a des dégâts? Le dégât est là, on n'a pas besoin de dire que on veut déclassifier ces plateformes. Il faut complètement je veux dire, aujourd'hui, les démanteler. On n'a pas besoin de faire le decommissioning permet en fait de déclasser. Et quand on déclasse, ça a des objectifs. Soit vous démantelez, soit vous reprenez pour une autre exploitation, vous recyclez à d'autres fins, mais en tout cas, on voit là visiblement qu'on ne peut pas recycler cette plateforme et que dans tous les cas, la solution qu'il faut, c'est de les démanteler. Mais bon, comme on veut servir les, les gens qui nous ont aidés, bon, donc on a laissé passer, on a dit, OK, on va voir si on peut les déclassifier et si on peut les démanteler. Donc c'est une étude pour savoir si ces plateformes qui sont là et qui existent aujourd'hui complètement rouillées, si on peut les utiliser ou bien si on peut les démanteler, s'il faut les démanteler. Donc, j'ai mis un peu un extrait aussi du projet Waka, donc sur le volet gestion de pollution relative au déversement accidentel d'hydrocarbures à Semekoji, qui est financé par la Banque mondiale à hauteur donc, de 3 milliards.
Au départ, le projet devait être confié à Deep Ocean. Deep Ocean, c'est une grosse société occidentale et qui a fait des propositions qui étaient en fait au-dessus donc, de 3 milliards. Et au final, on a remis bah, le, le projet à Bénès Scaphandrier. Et Bénès Scaphandrier, une société béninoise, très bien, moi, ça me va très bien. Mais quand vous êtes une société béninoise et que, euh, quand vous confiez un marché et que vous n'avez pas toutes les compétences, il faut quand même s'associer à ceux qui ont la compétence pour aller chercher le matériel qu'il faut faire le bon travail. Ça, c'est une question donc, de bon sens, en fait. Donc, moi, j'étais content quand j'ai vu que c'était Bélis Scaphandrier. J'ai dit, OK, très bien. Là, on sent du panafricanisme. Mais en fait, Bélis Scaphandrier, il n'a pas l'équipement nécessaire pour faire le travail. Donc, ici, je vous ai mis le numéro du contrat qu'il a signé. Un certain nombre de détails s'y trouvent. Vous verrez en fait que Bélis Scaphandrier, y compris un extrait donc du rapport de la Banque mondiale, dit que bien que Bélis Scaphandrier n'ait pas démarré les activités, ces mafieux, Tonato et Adembi, lui ont fait, ont pu décaisser 282 millions de francs CFA au profit donc, de ce monsieur-là. Donc ce monsieur, il a pris ses sous en octobre 2021, il a disparu. Et quand il a disparu, il est revenu avec un rapport farfelu. Et quand il a pris le rapport farfelu, vous lirez toujours l'extrait donc du rapport si vous faites une pause. Il dit en gros que lui, il a fait le travail, etc. Les ingénieurs et les techniciens au niveau donc du ministère des Mines ont dit non. Il faut une plateforme, un CWAP, ça s'appelle un CWAP. C'est une plateforme qui permet donc de s'amarrer aux plateformes existantes que je vous ai précédemment montrées et qui permet donc d'aller vraiment faire de l'inspection concrète, vraiment l'inspection de fond des plateformes existantes. Donc le monsieur n'a pas fait ça parce qu'il n'a pas le CWAP. En contrepartie, ce qu'il a dit qu'il a fait, c'est qu'il a fait une plongée sous-marine. On y viendra tout plus tard. Mais dans la sous-région, en tout cas à l'international, on a aujourd'hui ces équipements-là qui peuvent faire cette inspection. Donc, il aurait pu soit aller louer ces équipements pour faire un bon travail, un travail sérieux, soit aller s'associer en termes de prestation de services. Je ne sais pas ce que prévoit le contrat, mais je vous ai mis le contenu, vous pouvez lire. Et en fait, s'associer avec une compagnie pour faire un travail d'inspection sérieux. Mais en dépit de tout ça, il laisse tomber, il, il- il va rien faire, ce monsieur. Il va peut-être plonger parce que c'est ce qu'il dit, mais rien n'est certain. Donc, au final, quand ils ont produit le rapport, le premier rapport, un rapport provisoire donc de la Banque mondiale dit OK, il a été convenu euh, de prendre l'avis donc du ministre, des deux ministres, M. Tonato et M. Anambi, pour mettre fin au contrat donc, de ministre Scaphandrier parce qu'il n'a pas respecté les engagements vis-à-vis donc en tout cas, les engagements tels que définis dans le contrat qu'il a signé. Donc, voilà, je vous l'ai mis en gras, en rouge et en jaune là, où la Banque mondiale dit qu'il faut mettre terme au contrat donc, de Bénis Scaphandrier. La Banque mondiale dit, dans les recommandations après les réunions avec tous les experts, hein, ils disent de faire appel à celui qui est venu deuxième au classement donc de ce qui est appelé appel d'offres, mais au final, en fait, ils n'ont pas siégé en tant que tel, hein, ils ont juste euh, placer ça pratiquement au gré à gré. Ça ressemble un peu à du gré à gré, mais en tout cas, c'est un marché frauduleux. En tout cas, la Banque mondiale recommande de récupérer alors celui qui est deuxième, classé deuxième pour ce projet-là et d'engager des négociations. Donc, la Banque mondiale dit au cas où cela ne serait pas concluante, c'est-à-dire si on engage les négociations avec celui qui est arrivé en deuxième position donc de ce classement, donc d'engager en fait, de lancer une offre internationale pour essayer donc de recruter un autre cabinet. Voilà les 3 points. Si vous pouvez faire une pause et regarder. Et donc, en dépit de tout ça, Adambi et Tonato, quand ils ont eu cette formation donc, de la Banque mondiale,
Ils ont, ils ont fait asseoir le point focal donc, du ministère, celui qui était le point focal du projet Waka au niveau du ministère des Mines. Ils l'ont complètement cuisiné. Ils l'ont cuisiné. Et aujourd'hui, ce monsieur, il est complètement classé dans les archives. Ils l'ont broyé, ils l'ont vissé de tous les côtés. Et parce qu'il a résisté. Il a résisté. Il a dit niet, qu'il ne donnait pas un quitus par rapport au travail qui a été fait, au rapport qui est farfelu qui a été envoyé. Donc ces messieurs-là, ils l'ont complètement mis sur la sellette. C'est ce qui explique aujourd'hui que la plupart des ingénieurs, quand ils ont vu ça, ça leur a servi de leçon. Tout le monde s'est rangé et personne ne veut en parler. C'est pour ça aujourd'hui, moi, j'émerge peut-être avec un certain nombre d'informations. Moi qui suis à l'étranger, vous doutez très bien que je ne suis pas dans le système, mais j'ai ces informations et comment je les ai, c'est justement à travers ces messieurs-là qui sont complètement mis sous silence aujourd'hui, qui ne peuvent pas parler parce que s'ils parlent, ils seront tous broyés. Et donc, quand vous voyez tout ça, tout le monde s'est rangé et puis voilà un peu. Donc ça, c'est le visage du monsieur aujourd'hui qui est persécuté par le régime. Et lui, aujourd'hui, il n'est même pas associé au projet de forage parce qu'on sait que s'il va là-bas, s'il voit des choses incongrues en mer, il va faire le rapport, le compte rendu au ministre. On sait que si, tant qu'il y a un compte rendu au ministre, même si ce ministre n'agit pas, d'autres ministres viendront agir. Et donc, en tout cas, on ne veut pas qu'il y ait de traces aujourd'hui, quelque part, de quelqu'un qui fait un compte rendu donc, et qui est un peu plus patriotique et qui veut dénoncer quoi que ce soit. En tout cas, qui veut faire un truc exemplaire. Donc, voilà un peu le visage de ce monsieur, le visage de ces deux messieurs qui l'ont complètement coincé. Donc, quand la Banque mondiale a dit, OK, virez-moi Monsieur Scaphandrier pour son truc farfelu qu'il allait faire là-bas, il est allé solliciter un arbitrage auprès donc, de l'autorité de régulation donc, des marchés publics au Bénin. L'autorité de régulation, le monsieur qui gère tout ça, son visage, il est là avec le micro. Donc, si vous allez sur le site donc, de l'autorité, vous tapez l'avis qui date donc de 19 octobre 2023, vous verrez, l'avis stipule un certain nombre de choses que j'ai encadrées ici. L'avis stipule que, bon, ça c'était après la cuisine. Donc, l'autre monsieur, il a fait profil bas. Donc, Béné Scaphandrier a pu négocier avec Adambi et Tonato pour pouvoir se faire payer sur le supposé, sur la supposée inspection qu'il aurait réalisée, une inspection de plongée sous-marine. Bon, donc ces messieurs-là, vous voyez un peu, une inspection de plongée sous-marine. Et la dite plongée elle a été, si personne ne sait si elle a été faite ou pas parce que aucun superviseur au niveau donc, du ministère des Mines n'est allé en mer avec eux pour aller superviser quoi que ce soit. Donc, ces messieurs-là doutent véritablement que ces messieurs ont fait cette plongée. Donc, ils facturent tout ça à 300 milliards, la plongée. Donc, il facture tout ça. L'autorité dit, OK, on accède à tes factures au regard des éléments que tu as présentés. Et l'autorité fait une autre recommandation avec un avis qu'ils émettent en disant qu'ils ne trouvent aucune objection à ce que le monsieur de Béné Scaphandrier, l'entreprise Béné Scaphandrier continue à exécuter son contrat tel que c'est prévu, malgré les recommandations donc, de la Banque mondiale. Et puisque l'autre monsieur le point focal des mines pour le projet Waka a été complètement pressurisé, il s'est rangé et Béné Scaphandrier a repris les études et il s'est fait virer tous les 3 milliards relatifs à ce projet-là. Donc voilà un peu cette histoire donc, de déversement d'un hydrocarbure en mer. Donc, l'idée, c'est d'aller voir si les plateformes, est-ce que c'est utilisable à ce jour, on peut les réutiliser ou pas, ou est-ce qu'il faut les démanteler? Et pour ça, on a sorti 3 milliards. Et quand on a... je dis, il y a des choses qui sont dans l'évidence, quoi. Je dis, on n'a pas besoin de 3 milliards pour dire, bah, ça, vous démantelez, parce que de toute façon, ça aurait pu être démantelé depuis si Saga avait joué le franc jeu ou si le Bénin avait joué le franc jeu. Donc, voilà un peu ce rapport-là. Et ce monsieur, aujourd'hui, on sait très bien qu'il n'a pas les certificats requis normalement pour une telle inspection. Bon, moi, après, je ne veux pas rentrer dans les certificats d'accréditation pour une telle inspection, pour un tel travail. Je dis, c'est un cabinet béninois, donc moi, ça me fait honneur. Bon, il n'a pas toutes les accréditations,
Mais il aurait pu simplement aller s'associer avec ceux qui ont des accréditations pour faire le travail, ou bien il aurait pu louer des choses pour faire le travail. Donc voilà comment le soudeur, il a pris d'assaut les 3 milliards sous Tonato. Ce monsieur qui se retrouve à la tête aujourd'hui du ministère des Mines, monsieur Tonato, en flagrant conflit d'intérêts lui-même. Et quand on parle de pollution, on va aussi parler donc de l'érosion côtière et donc de l'étude d'impact environnemental aussi sur le projet Bénin-Niger, là, le projet de pipeline. Si vous allez sur le site donc, de l'ABE, donc, il y a M. Corneille qui a fait un très bon travail, le directeur de l'ABE. En tout cas, il promet, en tout cas, il met un peu de transparence sur les rapports, il met tous les rapports à disposition des Béninois qui souhaitent lire. Et j'ai mis le lien ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez y aller, vous verrez le rapport. Il est très bien, il est très bien. En tout cas, il est téléchargeable, il est consultable aussi, si vous voulez. Téléchargeable, c'est un peu compliqué, il faut avoir un peu de notion d'informatique pour télécharger, mais c'est consultable sur place, vous pouvez consulter. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Problème 1, le problème d'érosion. Bah, ce rapport, une étude farfelue, qui n'a pas vu en fait que l'épi est érigé par WAPCO. Et là, je serais très curieux de voir M. Jacques Ayadji qui sort. Il était allé avec moi récemment aller voir des désastres donc, de l'érosion côtière. Je serais curieux qu'il. Je me demandais même pourquoi il n'est pas allé vers l'installation aujourd'hui de Saga, en tout cas qui est de la propriété béninoise aujourd'hui, pour constater que les épis installés par WAPCO font qu'aujourd'hui, en fait, l'eau commence par ronger et approche dangereusement des installations offshore, onshore qu'on avait mises en place, des deux tanks là, des deux bacs de stockage donc du pétrole qui sont là et d'un certain nombre d'infrastructures qui avaient laissé sa pétro. Eux, ils l'ont fait pour protéger un peu l'installation ici, mais on sait que puisqu'ils l'ont fait ici, la mer avance dangereusement là. Et donc, dans tous les cas, ça va avancer là, ça va faire ça. Vous voyez un peu, j'ai mis cette image ici. Vous avez les piquets ici pour contrecaler l'avancée de la mer. Qu'est-ce que la mer a fait? La mer est rentrée directement dedans. Donc, on pouvait penser que oui, parce que ceci est là, la mer ne va pas agir sur l'installation qui est sur place ici. Mais puisqu'il n'y a pas de l'autre côté, un peu plus en allant vers le Nigeria, un autre épi pour pouvoir contrecaler tout de suite, pour qu'on ait en fait un dépôt de sable pour consolider ici, la mer va commencer à ronger et ça va rapidement rentrer ici vers les installations. En tout cas, on n'aura plus assez de domaines terrestres ici pour accéder aux plateformes. Donc ça, c'est un problème sous Tonato. Son ministère a validé, le ministère des Mines a validé, les cadres pétroliers. Bon, et côté universitaire, le représentant aujourd'hui, dont je ne sais pas s'il est vraiment spécialiste de l'environnement, qui y va, je sais très bien qu'il y a par exemple Madame Kelomé, qui est vice-recteur aujourd'hui, qui est au niveau donc, du département des sciences de la Terre, qui est environnementaliste. C'est curieux de vous remarquer que elle ne fait pas partie donc, de tous ceux qui sont consultés pour ces projets d'études d'impact environnemental dans le domaine pétrolier. Bon, et c'est uniquement certains géologues qui ne sont pas forcément environnementalistes qui y vont. Moi, ça me pose vraiment un problème donc, de cohérence dans certaines de choses. Vous avez aujourd'hui un déversement qui s'est déjà produit en mai lors du quatrième chargement. Vous remarquez, vous rentrez aujourd'hui dans les archives de la douane ou bien de la DGHR, Direction générale des hydrocarbures et des ressources énergétiques. Tout ça est bien documenté et c'est bien là. Vous avez un certain nombre de solutions que moi je souhaite leur proposer. C'est vraiment de compléter l'étude d'impact environnemental là, de que le prochain ministre, par exemple, Tonato, si c'est lui qui sera toujours gardé là, et ça, je ne le souhaite pas parce qu'il est en flagrant conflit d'intérêt, de renégocier le contrat que nous avons avec le Niger et de passer rapidement donc de 0,5 $ à plus d'1 $, mais plutôt en contrepartie de se faire rémunérer sur la vente donc, du pétrole brut, sur le pétrole brut et d'assurer aussi une partie sous forme donc, de pétrole que le Bénin pourrait avec lequel le Bénin pourrait s'approvisionner directement au Niger. Donc, il doit pouvoir nous assurer à peu près le reste du pétrole qu'il nous faut pour atteindre les 20 000 barils qu'il nous faut pour le projet PAG nouvelle génération, en fait PAG V2,
que le président Talon a mis en place pour en fait développer, qui consiste en fait à développer une raffinerie qui est censée être construite et qui n'a jamais vu le jour. Donc pour cette raffinerie-là, ils estiment qu'il faut 20 000 barils jour. Je souhaite alors que plutôt qu'on ait des redevances de passage qui, qui ne valent que dalle, 0,5 $, qu'on renégocie ça en pétrole brut et qu'on ait aussi une garantie d'approvisionnement pour notre raffinerie. C'est le minimum qu'on puisse faire entre États. Et ça, peut-être, ça serait possible si le président Kémy Séba est au pouvoir. Je ne sais pas, mais je pense qu'il pourrait faciliter tout ça et que le président Talon, aujourd'hui, il a intérêt à prendre langue avec eux pour gérer tout ça. Et le transfert de compétences, aujourd'hui, on n'a aucun transfert de compétences ne se fait vers les ingénieurs béninois. La plupart ne sont pas envoyés en formation et WAPCO ne se préoccupe pas. Les Nigériens, ils se sont préoccupés. Les nôtres, rien. Les Nigériens, ils ont suspendu le directeur là-bas, ils ont suspendu un certain nombre de cadres. Ils leur ont dit, vous faites recruter des Nigériens et vous les formez. Au bout de 5 ans, vous devez partir. Vous ne partez pas, on vous renvoie. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et donc, ces messieurs, aujourd'hui, sont obligés de transmettre la compétence aux Nigériens. Mais au Bénin, on ne fait rien. Et tout ça, c'est déplorable. C'est un peu des choses que M. Bettencovi reprend très bien dans son programme. Je ne sais pas s'il le fera. Bon, en tout cas, tant pis pour ceux qui croient aux politiciens. Bah, j'espère qu'il fera exception. Mais bon, peut-être que s'il remplace Donato, il pourra faire exception. On ne sait jamais. Quelles sont les autres dérives sous Toronto qui sont reliées au ministère donc, des Mines? Aujourd'hui, vous avez le premier projet, c'est le projet de granit du sable norvégien. Toronto, c'est quelqu'un déjà qui se lance dans des choses hasardeuses, mais puisque Talon, le président Talon lui est redevable, il ne lui dit pas grand-chose, il le laisse faire. Après, peut-être que ça profite aussi au président Talon, mais je ne sais pas. Mais en gros, vous avez là un article publié par l'économiste du Bénin qui parle un peu de la situation donc du granit de Norvège. 160 milliards pour ce projet-là de granit. Un granit qu'on aurait pu aller chercher à Dassa, mais qu'on est allé chercher en fait un peu plus loin et dont on évoque que le Bénin n'a pas de capacité aujourd'hui donc de production. Ça, c'était pas aujourd'hui. Bon, dans le temps, en 2018, c'est ce qui se disait que le Bénin n'avait pas de capacité de production de la demande de granit disponible. Je dis un État, c'est une planification. C'est pas en 2018 qu'ils ont découvert qu'il faut lutter contre l'érosion côtière. Depuis 2016, quand ils sont arrivés au pouvoir, ils auraient pu anticiper et aller chercher les équipements et doter donc le Bénin d'un certain nombre d'équipements permettant d'en fait d'améliorer la production. Et dans tous les cas, c'est pas, on peut aller chercher ces équipements dans la sous-région pour augmenter la production. Mais au final, nous, quand on a enquêté, on a vu hein, que c'est des contrats où Jean Denis allait faire le prêt et Jean Denis, ses conditions, c'était si moi j'investis dans le PSCF un partenariat public-privé, il faut que dans tous les cas, vous approvisionnez chez mon client, qui est l'entreprise aussi, la Vic en Norvège, qui vend des granites. Donc, c'était ça le truc. Bon, tout le reste, on a essayé donc de blâmer tout le système qui est en place en disant on n'arrive pas à produire, en disant que le granit, il est très beau, le granit de Norvège est très beau. Bon, vous verrez les articles donc des SBI, à l'autre 229, à Boubacar et quatre vérités qui relaient tout ça que j'ai mis en rouge ici. Ne perdez même pas peut-être votre temps à les lire parce que ça va vous énerver pour rien. Et donc, l'esprit, c'est ce qu'ils nous disent. Bon, si tant est qu'on veut de la beauté, qu'on veut mettre au niveau d'Avlekété des pierres jolies, non loin de leur golfe, parce qu'ils veulent sécuriser toute la zone, et parce ils ont érigé aujourd'hui leur golfe, hein, ces messieurs-là, ces petits messieurs. euh, il, il fallait simplement aller. Vous avez le ministre, le ministre des Chines, M. Akpona, aujourd'hui dit qu'on a des pierres ornementales côté Dassa, côté Savaie. Donc ces pierres ornementales-là, pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé exploiter ces gisements donc, de blocs là-bas? Donc si c'était réellement la beauté, c'est pas au Norvège qu'il fallait retrouver la beauté. On a des pierres qui sont vraiment très jolies également au Bénin. Donc ça, c'est un argument de faux problème. Sur le point de vue technique, c'est faux. Sur le point de la planification aussi, c'est faux. Donc ces messieurs, voilà. Et puis, on n'est même pas certain que dans tout ce projet-là, on a 25% donc de participation aujourd'hui des matériaux locaux dans ce projet-là. Parce que ça, c'est un décret
que Québécois a signé à la veille donc, de son départ, qui stipule qu'il faut au moins 25% dans les projets béninois. Un autre projet, un autre truc, pas un autre truc, on va dire, une autre dérive donc, de ce ministre-là, c'est le dragage du Grand Oukoué. Il reste là, il envoie une lettre à M. Adambi, une mise en demeure au ministre Adambi pour lui dire, écoutez, Adambi, vous ne faites rien, vous foutez rien au ministère du matin au soir. Moi, je prends en charge le domaine du sable. Quoi que vous soyez d'accord ou pas, je le fais. Bon, ouais, je le fais, tant pis, c'est comme ça. Bon, Adambi, comme il est un peu paumé et tout, il dit après, l'État, c'est l'État. Que ce soit lui, que ce soit l'autre, il laisse passer. Donc, c'est ce qu'il a dit à ses cadres et il a accepté la lettre parce que c'est une lettre d'ailleurs qui devait être paraphée par l'Agence béninoise pour l'environnement, l'ABE, et y compris le directeur technique donc, de M. Tonato. Donc, M. Corneille, ce n'est pas quelqu'un qui se laisse piétiner, marcher dessus. M. Corneille a refusé et puis donc, il allait faire signer ça par un chef de service, la note qu'il a envoyée à Dambi. Donc, c'est un peu ça le niveau donc, auquel Adambi était réduit à un moment donné dans le gouvernement, il ne servait plus à rien. C'était une chambre d'enregistrement, tout le monde faisait de lui ce qu'on voulait. Bon, parce que lui-même aussi, il ambitionnait être le bon dauphin pour se positionner, donc il laissait passer des choses. Donc, vous avez le Grand Nokoué. Le Grand Nokoué, c'est quoi? C'est la carte là que je vous ai mis là, simplement. Donc, vous reconnaissez très bien le Nokoué, vous l'AME et tout ça. Et donc, vous avez la partie Est et la partie Ouest qui est scindée là à travers mon trait qui est violet là que j'ai mis. Et vous avez, avec légendé ici, les différents types donc, de dépôts de sable qu'il y a, sable jaune, sable gris, etc. Bon. Ça, ce qui va être important, c'est de retenir un peu l'image de la carte à gauche là, l'image de la carte à droite là, est-ouest, parce que ça va être plus simple de répartir ici. Donc le problème, c'était le dragage sauvage. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un dragage sauvage qui se fait, etc. Et cela aussi, à cela s'ajoute la dégradation de l'environnement. Vous avez les camions qui circulent un peu partout et les mairies qui perçoivent des tasses et qui finalement ne font rien. Quelquefois, on verse du sable pour essayer donc de reniveler un peu les rues qui sont dégradées, mais ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est véritablement un problème. Normalement, il revient peut-être à l'AB de le faire, mais en tout cas, ou au ministère de le faire, parce que c'est eux qui sont en charge donc, de ce volet-là et non le ministère des Mines. Donc, c'est vraiment ridicule de venir accuser Adambi de ne pas faire son boulot. Sur ce point-là, moi, je ne suis pas d'accord et je l'ai fait savoir dans tous les cas. Gestion opaque. Il y a une gestion opaque, effectivement. Les fonds collectés, les taxes collectées par les mairies, quand vous y allez là, on ne sait pas où est-ce que ça va et à quoi ça sert concrètement. Donc ça aussi, c'est un problème qui a été décelé. Et il y a aussi l'optimisation fiscale. Ici, je vous ai mis la production annuelle déclarée au niveau donc de la DG Mine. Cette production-là, si vous prenez ce qui a été déclaré au niveau donc, du ministère de l'économie et des finances et qui est en fait le volume sur lequel le ministre Wada il se base pour calculer les taxes que ces prestataires, ces sociétés payent, ce volume-là est inférieur à ce qui est déclaré au niveau de la direction générale des mines. On pense qu'il y a une optimisation que les gars font et au final, il y a un problème là également. Donc, je vous ai mis la suite donc des volumes déclarés ici, pareil, et je vous ai mis le, les volumes déclarés par les 31 premières sociétés pour le trimestre les deux trimestres donc, du mois de 2000, de l'année 2019, au moment où cette étude était en train d'être mise en place. À cela s'ajoute aussi un problème de cadastre minier. Vous avez aujourd'hui des opérateurs à qui on délivre un certain nombre de permis, mais au lieu d'exploiter dans les limites donc, du périmètre qui ont été définies dans le contrat, ils débordent. Donc vous avez en bleu là, c'est des périmètres alloués en bleu, et en rouge, en fait, c'est les périmètres exploités. Donc, vous voyez, vous avez Mines qui est à peu près dans son domaine, mais vous avez Dragon qui est complètement à l'ouest. Vous avez IBP, ou chose là, IBP, oui, qui est aussi complètement à l'ouest. Vous avez cette compagnie-là aussi, euh, qui est EIMR, hein, qui est complètement, qui déborde en fait de son périmètre. Vous avez une autre compagnie ici. Donc, il y a toute cette dérive-là. Et ça, en fait, c'est parce qu'on n'a pas un cadastre minier digitalisé disponible aujourd'hui en ligne que les gens puissent suivre. On n'a pas un système donc, de tracking.
ou en tout cas de dronage de toutes les carrières qui sont disponibles aujourd'hui, ou après, à partir d'un drone, on peut réellement voir si les messieurs là, si ils exploitent réellement les périmètres définis, à partir aussi des cartes, des images satellitaires récentes, on peut voir tout ça, mais en gros, il n'y a pas ce suivi-là, donc c'est complètement opaque. Bon, le problème ne date pas d'aujourd'hui, le problème date depuis je vais dire sous Kérékou, sous Yahi, où en fait, on fait tout pour ne pas publier le cadastre minier parce que ça génère des sous. Quand les opérateurs arrivent, il faut voir le cadastre, il faut lui payer des sous pour avoir les cartes. C'est des informations précieuses en fait. Donc, ça fait que personne aujourd'hui ne veut travailler à déployer cette carte-là en ligne pour que ce soit visible par tout le monde. Et aujourd'hui, toutes les cartes qui sont déployées, moi je dis, les contrats qui sont signés n'ont aucune valeur juridique ou en tout cas les autorisations qui sont initialement signées avant le contrat d'exploitation lui-même n'ont aucune valeur juridique. Parce que quand vous prenez ces déclarations, le cadastre, quand il envoie ces informations à son DG, vous avez par exemple le DG Adjo Cadon Basile, il est actuellement SGM du ministère, secrétaire général du ministère. Il était entre-temps DG Mine, c'était le poste qu'il occupait avant d'être nommé secrétaire général. Il signe une attestation de disponibilité du site dont les coordonnées ne sont référencées sur aucun système géographique. On a juste des points X, Y qui ne sont pas répertoriés. Est-ce que ça, c'est du Lambert? Est-ce que ça, c'est du WGS? De quelles coordonnées, de quel système de coordonnées de référencement il s'agit? C'est pas géoréférencé, donc ça n'a aucune valeur juridique là. Pareil pour le successeur. Donc, Blandine Yao Afuda, DG Mine, actuelle DG Mine, pareil, elle reprend les mêmes habitudes, les mêmes habitudes donc, qui ont été mises en place à la DG Mine. Donc, on voit véritablement qu'il y a un problème donc, de gestion de cadastre minier. On voit véritablement qu'il y a un système qui est mis en place, qui est opaque, avec parfois donc, de l'incompétence telle que j'ai pu vous le prouver ici, ou j'ai pu vous le montrer à travers ces documents qui font signer des documents officiels qui ne sont pas dignes donc, de certains DG. Après, moi, ce qui me pose problème là-dessus et ce qui me fait mal, c'est que ces messieurs, ce sont des ingénieurs géologues, ce sont des techniciens du domaine. Ils doivent savoir que ce qu'ils signent n'est pas juridique. Après, je comprends qu'un DG, il a beaucoup de choses à faire et qu'il faut que ça passe par toute la cellule donc, du cabinet pour remonter à lui. Et si tous les collègues paraphent tout ça, bon, lui, il signe simplement. Donc, il n'a pas peut-être trop le temps de lire. Ça peut se comprendre. Mais là, quand même, je dis, c'est un truc qui est continuel comme ça. Apparemment, c'est un format prédéfini et boum, 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 boum. Dès que c'est venu, dès que ça vient, on met juste le tableau, boum, on signe. On met boum, on signe. Et donc, ça fait que l'erreur se répète de DG en DG et à ce jour. Donc, quand ces messieurs sont arrivés, les, à, je dis à Konan. Quand Tonato a mis en demeure le ministre Adambi, qu'est-ce qu'il a fait après ça? Il est allé solliciter l'aide d'un cabinet sénégalais. Un cabinet sénégalais qui est, qui est arrivé et il a fait financer ce cabinet-là sur les fonds de la Direction générale des mines. C'est même pas sur le budget du ministère de l'Environnement, hein. Il a fait financer ça sur le budget du ministère des Mines. Donc, notamment les crédits alloués à la Direction général des mines, les crédits qui servent à la formation donc des cadres, etc. C'est là-dessus qu'on est allé piocher pour aller servir un cabinet sénégalais. C'est même pas un cabinet béninois. Et quand le cabinet sénégalais est arrivé, M. Diao, que je connais aussi très bien, que je respecte aussi, quand il est arrivé, il a vu en fait que bon, il ne pouvait pas se passer donc de certain nombre d'experts dans le domaine, notamment le professeur Oyede et le professeur Kaki. Bon, il les associe. Il associe aussi des ingénieurs seniors, Vedo Gueton et M. Fagnon. Il a associé aussi quelques docteurs, Gbinibou et docteur Kiki. Donc, ils ont associé ces messieurs, ils sont allés faire le travail avec des recommandations que vous allez voir un peu plus loin, mais qui sont farfelues. Mais en tout cas, à travers les données ils ont identifié des sites ici à l'ouest, donc une cartographie des sites potentiels à exploiter. Donc, vous avez 3 sites ici et vous avez à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 là, ouais, j'ai oublié cette zone-là, mais vous pouvez faire une pause et lire quand même. Donc, ces messieurs, quand ils ont identifié ces sites, ils ont des données géologiques d'un certain nombre de sondages proches de ces sites-là, qui sont une donnée de sondage, c'est à peu près ceci. C'est une coupe de puits où on voit à peu près la profondeur et les formations qu'on retrouve. Les formations, c'est le sable, c'est l'argile, c'est quoi? C'est la boue, etc.
Bon, pas la boue, hein, mais une façon de parler, quoi. Mais donc, du coup, ils n'ont pas utilisé, ils auraient pu utiliser ces données pour générer un modèle 3D complètement pour cartographier réellement comment on appelle, la disponibilité de la ressource et peut-être la pérennité. Mais non, ils sont restés dans leur cabinet tout au frais, sous climatiseur. Ils ont juste délimité ce domaine-là. Bon, donc, quand ils ont délimité ça, dans les scénarios qu'ils ont proposés, ils ont, il y a un certain nombre, en tout cas, il y a le dernier scénario qui est retenu, qui attire un peu l'attention et que je vais vous détailler. Mais avant d'aller sur le scénario retenu, je vais vous dire les deux premiers scénarios. Aujourd'hui, on sait que cette étude a été faite sur une base complètement erronée. Il n'y a aucune estimation réelle donc des volumes pour délimiter ce périmètre-là. Et après, derrière, il faut donner des volumes parce que à travers les scénarios qu'ils inventent aujourd'hui, ces scénarios doivent être basés sur la confiance qu'il y a à la disponibilité de la ressource. Et ça, ils n'ont pas pris en compte. L'écologie, l'impact socio-économique, tout ça, rien. Donc, premier scénario, ça c'est le pire. La pire des situations, c'est cessation définitive du dragage. Et donc là, ça pose un problème. Il faut qu'on arrive à trouver nos approvisionnements au sud du Bénin. Deuxième scénario, on dit, bon, on limite ça partiellement. Là, pareil, ça pose un problème et ça ouvre une opportunité à de la clandestinité également. Troisième scénario, on dit on améliore l'exploitation actuelle, on les regroupe parfois en choses, en groupement, et on met à la tête un groupe d'experts et on distribue les contrats aux proches, c'est-à-dire des concessionnaires. Et ça, monsieur Monsieur Candide Azanaï avait déjà fait cette déclaration en disant qu'ils sont de réviser le code pétrolier, le code minier, ce qui est vrai, et que après la révision du code minier, ça va leur permettre donc de déployer tout leur système pour pouvoir en fait s'accaparer donc des ressources minières du Bénin. Et ça, c'est probablement vrai, mais aujourd'hui, on a des informations qui font état de ce que le président Patrice Talon aurait notifié à M. Tonato de freiner un peu cette réforme donc, du dragage de sable dans le Grand Nokoué. Donc, qu'est-ce qui est prévu? Groupe d'experts, quatre concessionnaires, dont deux ou trois concessionnaires pour gérer tout le Grand Nokoué, qui auront l'exclusivité donc de gérer tout le Grand Nokoué, et un transporteur, un seul transporteur pour tout le Grand Nokoué. Donc, ces concessionnaires-là, c'est un peu comme les grossistes. Et donc, c'est auprès de ces grossistes-là que nos opérateurs économiques qui exercent aujourd'hui iront, ou en tout cas les consortiums qui vont se créer, iront en fait auprès de ces concessionnaires, louer donc des permis. Et du coup, l'État viendra s'il y a un problème un jour directement auprès du concessionnaire pour dire, écoute, il y a ci, il y a ça. Donc, l'idée, c'est de dire, l'État ira doiter directement le concessionnaire. L'État n'aura plus affaire à des petits exploitants qui sont nombreux et dont la DG Mine n'arrive pas à contrôler. Mais ce qu'ils oublient derrière, c'est que cela va générer euh, euh, un impact économique très élevé. Les Béninois n'auront pas assez facilement stable, je le dis, parce que si vous mettez des concessionnaires sur toute la ligne de production, dit le godet du sable sera très élevé, le coût du godet du sable sera élevé. Et si le godet du sable est élevé, soit les petits distributeurs, là, les sociétés Bides, etc., se disent, bon, nous, on s'ampute un bras, on s'ampute un pied, c'est-à-dire coupe un peu euh, de leurs bénéfices qu'ils font chaque année. Donc, ils perdent donc des ressources. Et là, ils maintiennent les prix qu'ils font à ce jour. Ou sinon, ils disent, deuxième scénario, ça c'est très généreux. Aucune entreprise ne va couper ses pieds pour satisfaire les Béninois. C'est pas, ils ne font pas dans du social, c'est des capitalistes, c'est des véreux. Donc, soit ils sont un peu conscients et qu'ils sont un peu dans le social, et ça aussi c'est souvent rare, ils disent, on va répartir un peu puisque nous, ça nous génère moins de bénéfices, donc finalement, on va augmenter légèrement le prix du sable. Nous-mêmes, on va perdre un peu, la population aussi devra contribuer. Donc ça, c'est le deuxième scénario. Ça, c'est au mieux. Mais ce qu'il faut en général, c'est que quand ça arrive, on impute ça directement, on répercute ça directement sur le portefeuille donc, des Béninois. Donc, ces messieurs, ils vont augmenter donc, le godet du sable
Et les Béninois modestes, moyens, auront du mal à s'acquérir donc de cette ressource-là pour la construction. Et donc, c'est en fait cela. Et en tout cas, peut-être qu'on est à la veille des élections et que M. Patrice Talon, il se dit qu'il ne faut pas qu'il sait un peu la vis de ce côté-là, ou peut-être qu'il a dit qu'il fallait se rétracter parce que, bon, il y a un certain nombre de dénonciations. Mais en tout cas, ce projet, il est mis en stand-by. Ou peut-être aussi qu'il a compris que c'était une erreur, une étude farfelue qui est complètement vide, qui n'a pas de sens. Parce que justement, quand ils ont fait cette étude, ils ont fait signer un décret le 28 octobre 2000, le 28 février 2025, là, donc il y a à peine quelques mois, où ils ont fait signer à Patrice Talon le fait qu'il faut cartographier les zones, de façon précise, les zones de dragage du sable. Bon, on a vu la cartographie. Là, c'est bien cartographié. On n'a peut-être pas les volumes. Les volumes, ils auraient pu les faire parce qu'ils ont les données. Mais comme ils sont des paresseux, c'est un cabinet paresseux, ils n'ont pas fait le travail qu'il faut et ils mettent ça dans les recommandations. Tonato envoie ça au Conseil des ministres, le Conseil des ministres signe. Peut-être après, Patrice Talon, il s'est fait entourer peut-être d'un certain nombre d'experts qui lui ont dit, mais écoute, ça, c'est de n'importe quoi, il faut arrêter ça, quoi. Et du coup, aujourd'hui, on sait qu'il a donné des instructions pour que ce projet-là soit retardé. En tout cas, c'est une bombe à retardement, ça va revenir en face, peut-être avec le gouvernement à venir. Et donc, je m'avais vers la fin, et comme je ne pouvais pas parler donc du sable, c'est un peu les mines, sans parler donc de l'or de paiement du lithium. Aujourd'hui, à Paiement, c'est une zone de non-droit. On a de la prolifération aujourd'hui donc des dynamites venues donc du Burkina et parfois mais essentiellement du Burkina qui servent en fait à dynamiter les galeries qui sont creusées ici, que je montre là à l'image. Ce sont des vidéos ramenées par notre compatriote M. Bertin Kououvi qui est allé là-bas. Je ne sais même pas comment il s'y est rendu parce que c'est une zone de non-droit. Aujourd'hui, on voit aujourd'hui, eh ben, vous pouvez voir sur l'image à droite là, deux policiers qui accompagnent un groupe de chercheurs. Tous ces messieurs-là, je les connais, donc j'ai essayé donc de flouter le maximum possible, qui sont allés en fait en reconnaissance, histoire donc d'implanter les machines qui vont exploiter l'or de Perma. Donc, c'est la société Shinquan qui a envoyé ses experts. Ils sont allés étudier un peu la rhéologie de la roche, etc. Ils ont pris des échantillons. Aujourd'hui, on sait que les machines sont arrivées et probablement ils vont se mettre à laver. Donc là, on a potentiellement un problème aussi social qui va se créer. Mais en tout cas, je veux dire, on ne peut pas développer de la recherche tout en ayant peur au ventre, tout en se faisant accompagner à tous azimuts par des hommes armés. La recherche, dans aucun pays, ça ne se fait comme ça. Donc la recherche, c'est un pays vraiment sécurisé, libre, où tous les géologues peuvent aller au fond, fond où ils veulent pour aller inspecter le sous-sol et inspecter les roches de surface pour trouver la ressource. Donc, ce monsieur dont je vous parle, Sin Quan, il est complètement trituré par Atambi qui était ministre en son temps. Il est également tutelé de notre côté par Fayo Niquez, qui est aussi dans le système aujourd'hui, et par un certain nombre de cadres du ministère des Mines et des Finances. Bon, donc, ils n'ont pas signé son permis jusqu'à ce jour. Et donc, le permis d'exploration qu'il avait lui dit qu'il pouvait s'installer en attendant d'avoir le permis d'exploitation. Et donc, quand il a repris le permis, il a remarqué que bon, qu'il pouvait s'installer. Il est allé faire cette étude de rhéologie, donc des matériaux, pour savoir quel genre d'équipement il faut qu'il amène pour faire du concassage et tout ça. Et donc, actuellement, il est en train d'implanter une petite mini-usine donc de tamisage donc, du sable. Donc, je soupçonne ce monsieur de pouvoir se lancer dans la clandestinité en toute illégalité parce qu'il n'a pas le permis d'exploitation. En tout cas, personne ne suivait cette zone-là. Et donc, ça, c'est un autre problème majeur, sans compter le désastre environnemental qu'il y a dans cette zone-là. Aux yeux et au vu donc du ministre Tonato, qui est aujourd'hui ministre des Mines, on voit très bien les compétences donc, de ce monsieur qui est malheureusement nommé à la tête donc, du ministère des Mines et qui aura à la charge à la fois le ministère des Mines et donc le ministère donc, de l'Environnement. Donc, ce monsieur ne va rien faire et puis ça va continuer. Bon, à cela, vous avez aussi, je veux juste parler donc du siphonnement de 200 millions que WADA a mis à disposition pour qu'on puisse aller faire un peu donc de la recherche du lithium qui a été siphonné complètement par Dambi et SSB qui sont à l'OBRGM et à la Direction générale des mines. On voit un peu l'état donc du Bénin sous Adambi.
dit qu'il a siphonné les fonds donc, dans le domaine de l'eau aujourd'hui. Quand on fait une comparaison avec ce qui est fait dans le domaine du pétrole et des mines, on ne peut pas dire aujourd'hui tout de suite non, qu'il n'a pas siphonné dans le domaine de l'eau. Donc aujourd'hui, on pense que, en tout cas, dans le domaine des mines et de l'eau sur lesquels nous avons travaillé, il y a une certitude là-dessus. Je pense aussi que M. Akpona, il a vu tout cela, il a eu toutes ces informations. En plus, lui, il est au cœur donc, de la machine et que peut-être tout ça l'a énervé et donc il s'est laissé un tout petit peu emporter, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le soutenir et pour le laisser ainsi. Donc là, c'est des vidéos que j'avais mises pour les jouer, mais je pense que ça a circulé sur les réseaux sociaux et c'est là-bas d'ailleurs que je les ai retrouvées. Peut-être que je vais vous les balancer après et, euh, et donc je vais pouvoir passer. À cela s'ajoute la gestion des ressources humaines, Monsieur Jules. La gestion des ressources humaines aussi est catastrophique. Vous avez, avant, avant le régime des talents, vous avez des cadres qui avaient le niveau Bac plus 5. Et ce niveau Bac plus 5, il l'a obtenu parce que Yahi Boni, quand il est arrivé en 2006, il a dit le domaine des mines, il faut faire former les gens. Donc, on a eu un peu de réforme à l'université sur le programme de formation en géosciences. C'est passé donc de maîtrise en licence. Et donc, pour ne pas pénaliser ceux qui ont la maîtrise, le ministère a dit, bon, on vous forme aussi. Et donc, il y a une première promotion qui a été formée, qui est aujourd'hui l'élite dans le domaine des géosciences minières au Bénin, ou en tout cas qui est dans le secteur minier. Et c'est de là, en fait, qu'il y a eu une première vague où je vous parle de M. Kiki qui fait partie également de cette vague-là, de cadres formés. Et après, plus rien. Mais toujours sous Yaïboli, il y a eu des recrutements d'ingénieurs miniers, etc. En tout cas, sur le régime actuel, il n'y a pas eu de recrutement, à part un seul concours frauduleux organisé par l'OBRGM il y a à peu près un an, où Adambi est venu avec... non, oui, Adambi et Kora, c'est Kora surtout qui est venu avec une longue liste déjà remplie, et un cabinet frauduleux qui a organisé ce concours. Et quand vous prenez donc les directions techniques, ouais, ce sont des directions techniques, hein, ils ont essayé de tout faire pour faire passer ça comme un poste politique. Mais en fait, c'est de la technicité qu'il y a là-bas. Vous avez, en 2022, en tout cas, Adambi, il a fait nommer un certain nombre donc, de, de directeurs départementaux des BID. Et maintenant, vous avez des profils qui sont, vous prenez la Libori, lui, il a un profil hydrologique, il est plus ou moins bon. Vous prenez celui de la Takora, bon, c'est un des hydraulicien, c'est pas mal. Vous prenez quelqu'un nom de l'Atlantique, c'est un éco-hydrologue qui était stagiaire à la SONEB et qui a été parachuté directeur départemental directement sans, en fait aucune compétence donc, dans le domaine. Et vous avez à côté un monsieur Badjagou Fayomi qui est son chef service minier, etc., qui a plus de, non, mais qui n'a pas plus de compétences. Mais quand vous prenez par exemple le Borgou, vous avez vous aviez un certain Kassan, c'est vous qui a plus de compétences que l'ex-directeur, monsieur Bassa, qui était en poste, Bassa Roger, qui était en poste dans le département du Borgou, avant que Akpona ne nomme aussi lui-même son planton. Akpona avait un planton qui s'appelait Monsieur Mispa Gani, qu'il a propulsé directement directeur départemental dans le Borgou, qui est actuellement en poste aujourd'hui. Bon, ce monsieur sort de nulle part aussi. Bon, et donc, vous avez aussi des repris de justice, en tout cas des gens qui sont rayés de la commande publique, tels que monsieur Dean, donc du Donga, du département de Donga. Son chef service, c'est un ingénieur docteur qui couvre à la fois la Donga et la Takora. Donc, ce monsieur, vous pensez qu'il pourra faire quoi? Et en plus, s'il est frustré, vous pensez que dans ce pays-là, il va se donner quoi? Pour se tuer, pour quel résultat? Donc, vous avez des gens compétents qui ne sont pas nommés. Mais puisque justement, qu'est-ce que Adambi a fait? Adambi, il ambitionne non d'être président. Il ambitionnait non d'être président dans le temps. Donc, il a fait nommer tous ceux qui ont été nommés directeurs départementaux, ce sont des gens du BR. Eux tous sont du BR. Et donc, il a satisfait le groupe BR. Il n'a même pas mis un UP dedans.
Ils sont tous après, moi, c'est pas mon problème. Mais moi, mon problème, c'est tous ces profils-là, dont les gens qui sont rayés de la commande publique. Je vous ai cité la Donga, Borgou est incompétent. Vous avez Louémé également, enseignante, secrétaire, etc. Vous avez le Zou, vous avez tous les noms, vous pouvez lire. Tous ces messieurs incompétents, ils n'ont pas songé les envoyer en formation technique pour avoir un peu quelques notions techniques. Si bien qu'aujourd'hui, des pillages se font, que ce soit dans la zone de Paubert, Caroline, tout ça, et tout. Bon, donc, ils ne contrôlent rien, ces messieurs. Ils ne contrôlent rien. Les chefs services qui sont sous eux aujourd'hui sont découragés et n'en peuvent plus et ne sont pas très motivés non plus, je pense, hein. Et après, c'est humain. Moi, je ne dis pas que ce qu'ils font est bien, mais c'est humain quand on voit qu'on promet de l'incompétence sous Patrice Talon. Et quand il vient nous sortir le discours de promettre la compétence, c'est complètement farfelu, c'est faux. Dans le domaine minier, en tout cas, c'est faux. Peut-être ailleurs, c'est bien, mais je ne sais pas. Et donc, M. Akpona lui-même, quand il est arrivé, il a fait pareil. Il a nommé un DAC, il a nommé quatre directeurs départementaux donc, des, des mines, quatre directeurs au niveau donc de la Takora, Borgou, les collines et le littoral. Donc, monsieur Roland Dahefa, par exemple, c'est un politicien. C'est un journaliste, ce monsieur. Ce monsieur, les journalistes, il n'a aucune notion de que ce soit électricité, mine, etc. Donc, on le propulse là, simplement, pour ce poste-là aujourd'hui dans le littoral. Et pour quel résultat? Quel est le résultat que vous voulez qu'on escompte à la fin? Ou quand vous n'avez pas des directeurs qui peuvent relayer un certain nombre d'informations probables et qui peuvent faire un travail scientifique avancé avec leurs collaborateurs. Et la plupart du temps, ils sont en conflit avec leurs collaborateurs parce que quand le collaborateur il parle un peu trop technique, le monsieur ne comprend rien. Et voilà, c'est difficile. Donc, je pense que ces messieurs, il faut les envoyer en formation. Moi, je ne suis pas contre qu'on les nomme. Ce sont eux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc, on les a nommés, ok, très bien, mais il faut les envoyer en formation pour que ça puisse aider au développement du pays. Il ne suffit pas donc de crier des heures de compétences sans rien faire derrière pour sauver un peu l'honneur du pays, quoi. Donc, voilà un peu. Et par la suite, il y a, euh, vous avez, je n'ai peut-être plus la main, Monsieur Jules, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Ouais, ouais, quand même, c'est toujours partagé. Ah, ok, voilà, c'est passé, mais je ne sais pas pourquoi ma souris ne voulait pas revenir. Vous avez ces chefs services aujourd'hui qui étaient en position, qui ont été complètement relayés au second rang aujourd'hui. Parce que, en fait, qu'est-ce que Adambi a fait? Adambi, pour ne pas avoir donc, des chefs services qui se rebellent autour de lui et les aspirations et tout ça, il les a complètement rétrogradés. Il les a dit, écoutez, vous n'êtes plus chef service confirmé, vous êtes chef service par intérim. Et puis, c'était des chefs de service conservés. Donc, du coup, quand il les a mis chefs de service fait intérim, il les a juste changés de poste à la veille de la rentrée sans aucune mesure sociale pour les accompagner parce que c'est des gens qui ont de la famille, ils doivent déplacer leur famille et on leur dit, vous avez 15 jours pour vous déplacer pour aller là-bas. Même dans la sauvagerie, même dans des systèmes, même dans l'armée est mieux organisée que ça. Quand on vous a fait, on tient compte aussi du volet social, de votre famille, du rapprochement, tout ça. Donc, il n'a pas tenu compte de ça. Les syndicats n'ont pas tenu compte de ça. Et puis, donc, on les a envoyés en abattoir. Moi, ça fait partie donc d'un certain nombre de problèmes que j'ai dénoncés au sein donc, de l'association des géologues du BNAP-GB, dont le vice-président est le secrétaire général du ministère. Je lui ai dit, mais pourquoi lui, le ministre, il est SGM et il laisse passer tout ça, il ne fait rien aujourd'hui. Je ne dis pas que l'association va se transformer en syndicat pour sauver les ingénieurs qui sont là-bas, mais il pouvait faire quelque chose. Il ne peut pas être vice-président d'une association qui défend les intérêts des géologues et ne pas pouvoir s'insurger contre ça ou en tout cas ne pas pouvoir le dire parce que ce monsieur il est sous contrat. Donc, puisqu'il est sous contrat, Adambi ne pouvait pas l'éjecter de son poste aujourd'hui. Mais lui-même, son contrat arrive à la fin, hein, et son contrat arrive à la fin là, en août, semaine prochaine, je vous l'ai dit à la table donc, de l'émission. Bon. Et donc, il avait tous les pouvoirs donc, de sauver, il n'a pas fait ça. Donc aujourd'hui, on a fort besoin de techniciens, d'ingénieurs pour décoller le secteur des mines. C'est ça. Et sous talent, sous Yahi Kérékou, il y a eu des recrutements. Sous talent, rien. Zéro. C'est de la fraude organisée par le DAC à l'OBGM pour le concours frauduleux organisé l'année dernière. Et vous avez
il n'y a pas de plan de formation pour ces ingénieurs qui sont actuellement en poste. Parce que ceux qui sont là aussi, s'ils ne se forment pas, ils vieillissent, ils ne développent pas de compétences, ils sont moins compétents. Et après, quand les politiciens arrivent, ils disent, vous êtes là depuis 10 ans, vous ne faites rien, vous n'êtes pas compétents. Et ils nomment aussi, quand eux-mêmes ils viennent, ils nomment aussi des gens farfelus, des bureaux BR, etc., qui font leur promotion. Donc, il y a du clientélisme derrière. Et en plus, ce clientélisme-là est reconforté quand vous avez des ministres comme Tonato qui viennent piocher sur le budget donc, de la Direction générale des mines pour aller financer une étude farfelue pour servir ses propres, son ego. Euh, Comment est-ce que vous voulez que la Direction générale des mines ait des ressources nécessaires pour envoyer ses agents en formation? Donc, vous avez tous ces problèmes sous Patrice Talon dans le domaine des mines. Et quelques formations quand on veut envoyer deux ou trois personnes en formation, ça se fait en fonction de si tu es proche de moi, c'est du clientélisme. Et les formations aussi, on n'a pas un plan de formation où on dit telle personne, il est spécialisé dans tel et tel domaine pour telle période, on le garde comme ça, on a tel profil expert dedans. On n'a pas de profil. Donc, je fais aussi aujourd'hui la formation, je ne sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, en géographie. Demain, au lieu de continuer toujours dans le domaine de la géographie pour me spécialiser dedans, je fais l'histoire, je fais les mathématiques, je fais n'importe quoi. Aujourd'hui, on a des géologues qui ne sont pas spécialisés, qui ne sont spécialisés en rien, et si bien que quand les compagnies arrivent, eux, ils ont des experts pointus. Quand ces experts parlent, on est complètement à l'ouest, en fait, pour la plupart du temps. Donc, voilà un peu le problème des mines. Et à part ça, donc, continuons. Dans le domaine du pétrole aussi, puisqu'on parle de ressources humaines, on n'en avait pas parlé, mais les ressources humaines du pétrole, c'est sous quel coup les experts qui avaient eu, qui ont géré le PPS, le projet pétrolier mais à part ces experts, on a recruté en 2008 sous Yahi Boni les cadres aujourd'hui que le gouvernement exploite, ou en tout cas dont la plupart sont mises à l'écart. Ils ont été tous recrutés, formés sous Yahi Boni, on les a recrutés là. On les a envoyés en formation pendant 2 ans, formation d'ingénierie pendant 2 ans en Côte d'Ivoire. Et quand ils sont rentrés de la Côte d'Ivoire, on les a distribués, on les a répartis soit à la Direction générale des hydrocarbures DGHR ou sinon à la Société nationale des hydrocarbures. Ce sont ces messieurs-là que le ministre Adambi, monsieur Adambi, il a essayé donc de renvoyer à travers la vacance de poste du conseil d'administration. Il a renvoyé tous ces messieurs et il a fait ramener 4 personnes qui lui sont acquises. Donc, c'est comme ça s'est passé. Et normalement, quand il a renvoyé, l'idée, c'était de dire, on recrute sur une nouvelle base. Et vous tous, vous partez d'abord et on vous recrute, y compris le directeur. Mais malheureusement, le directeur n'est pas parti, monsieur Issifouya, il est resté. Et quand il est resté, il a négocié pour que bon, ceux qui sont un peu dociles puissent revenir. Et donc, c'est comme ça, 4 ingénieurs ont été récupérés. Et depuis lors, plus rien. Donc tout le reste qui y avait à la CLHB à ce jour, qui avait été renvoyé, ils ne sont pas revenus. Ils n'ont pas d'ingénieur réservoir aujourd'hui. Donc ils veulent aller dans un forêt réservoir sans ingénieur réservoir. Donc vous voyez un peu l'aberration donc, du système. Donc une société qui a 15% n'a pas d'ingénieur réservoir. Et c'est comme ça fonctionne. Donc à part les 4 techniciens qu'ils ont pris, les 4 ingénieurs qu'ils ont pris, ils ont pris des gens qui vont assurer un peu le côté administratif. Et parmi eux, il y avait en fait des stagiaires dans le domaine de la comptabilité qui ont fait leur stage à la SNHB là auprès de certains comptables. Et ces comptables-là, ou en tout cas les économistes pétroliers qui étaient là, qui ont gardé ces messieurs, quand on les a renvoyés, on a dit on vous ramène. Plutôt que de ramener ces messieurs-là, on a fait ramener des stagiaires de ces messieurs-là. Ce sont ces stagiaires qui sont là. Et certaines personnes n'avaient même pas le diplôme au moment où ils ont été ramenés. Au moment où on leur a signé leur contrat pour leur poste. Et c'est après comment on appelle, après la prise de fonction qu'ils ont été accrédités auprès de l'université pour avoir le diplôme nécessaire pour exercer. Et donc, vous voyez un peu le pays dans lequel nous sommes. Donc, quand Patrice Talon, on dit sous Patrice Talon, il y a pas eu de concours frauduleux, c'est un faux problème. Il y a eu très peu de recrutement et quand il y a de recrutement, c'est complètement frauduleux. En tout cas, je parle là dans le domaine des mines et du pétrole. Je ne sais pas pour les autres domaines, je ne saurais le dire, je ne veux pas m'aventurer là-dessus, mais dans le domaine des mines, c'est comme ça se passe. Il n'y a pas eu de recrutement, très peu d'arrêts. Et quand il y a 2 ou 3 têtes, c'est frauduleux. Soit c'est des faux diplômes, soit c'est des gens
qui ne sont pas compétents. Et malheureusement, quand on les recrute, moi, après, si vous n'êtes pas compétent dans le domaine, ça ne me gêne pas. Quand on vous recrute, il faut vous former. C'est ce que Kassa a fait dans le temps. Quand il est allé prendre, si un de vos plateaux, un de vos ingénieurs était en train de critiquer un ingénieur qui a été recruté sous Kassa, qui est membre donc, de famille de Kassa, qui est physicien et tout ça, ce monsieur, il a été envoyé en formation pendant 2 ans. Donc, il était physicien de base, mais il a reçu une formation pour le poste pour lequel il a été recruté. Donc, ça, c'est bien. Donc, voilà. C'est dommage que Kassa ait recruté plein de gens de sa localité, des gens qui ne sont peut-être pas compétents, mais à la clé, ils ont été formés derrière. Donc, normalement, c'est supposé que pour ce poste-là, ils sont compétents. Donc, voilà la différence entre ces messieurs-là et Kassa. Kassa, lui, au moins, il fait former les gens, même s'ils ne sont pas de base recrutés de base habilités pour ce poste-là. Il les prend quand même, il les envoie en formation. Et quand ils reviennent, normalement, quand vous allez en formation, sauf si vous allez en tourisme, sinon, vous revenez avec des compétences dans le domaine. C'est ça, en fait. Mais avec le président Talon et en tout cas soit Dambi, on prend des compétents qu'on met là et qu'on n'envoie même pas en formation. Et donc ça fait que le système aujourd'hui il est complètement chaos. Et pareil, vous avez le fonds pétrolier aujourd'hui a été complètement siphonné par Dambi. Et quand il y a eu un certain nombre d'ingénieurs, d'ailleurs, c'est ça qui les a fait partir. Les ingénieurs se sont rebellés, ils ont dit non, écoutez, monsieur le ministre, ça ne peut pas se passer parce que le fonds pétrolier, c'est quelque chose, ça regroupe aussi la vente des données pétrolières et tout. Donc, Dambi il a fait main basse là-dessus. Et quand ils ont voulu se rebeller pour dire non, il faut qu'une partie serve aussi à la société nationale, il faut que ça serve aussi à payer les salaires et tout, les primes, les avantages. Adambi a dit non, écoutez, non, 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 il a mis la main là-dessus, on ne sait pas ce qu'il a fait avec ses fonds. Ça a été une bataille dure avec le directeur Yari, qui a fallu laisser aussi ça simple. Mais bon, comme il est de l'UPR, Adambi n'a pas pu l'éjecter. Et au final, il a dû pacifier un peu. Et donc, c'est comme ça ils ont dilapidé les fonds pétroliers. Les fonds pétroliers sous Kassa, on a critiqué le fait que Kassa ait profité donc des fonds pétroliers pour aller construire l'Amphi BCC à l'université sans penser au département des sciences de la Terre qui était censé être le premier bénéficiaire. Mais Kassa, quand même, il a mis un peu de miettes pour construire un laboratoire, même si ce laboratoire n'est pas aujourd'hui équipé à l'UAC au profit donc du DST. Le laboratoire, il est du côté de l'ILACI là-bas, à l'Amphi Koulégué, je veux dire. Donc, vous avez ça. Et Kassa, il a pu faire financer un certain nombre de formations de 2 docteurs. On a eu au moins un docteur qui a été formé sur les fonds pétroliers. Et dans le temps aussi, c'est vrai que le directeur, il allait tout le temps en formation sans passer à ses cadres, mais il y a quelquefois aussi des cadres qui étaient envoyés en formation. En tout cas, sous Yahi Boni, on n'a pas ces aides d'essai-là de dilapidation du fonds pétrolier. Aujourd'hui, le fonds pétrolier est complètement vide. Il n'y a plus rien dedans. La SLHB est endettée. Ils sont logés dans un bâtiment dont Wadaï leur paye chaque fois le loyer. Et ils sont incapables donc de faire des prestations de services parce qu'ils sont sous-effectifs. Du point de vue technique, ils ne peuvent rien faire. C'est pareil pour l'OBRGM qui est censé en fait rapporter un peu de sous. Wada, chaque fin du mois, il met l'argent la main dans sa poche pour sortir l'argent pour payer le salaire donc de l'OBRGM. Voilà encore un autre scandale. Ces messieurs, ils prennent ils ont une parcelle à Kwakba qu'ils louent à Benin Taxi. Et comme ils étaient à Ilakonji, je dis Ilakonji, à Koulakonji, juste derrière Garki, au niveau de la Sim Benin, la cimenterie qui est là, ils se sont fait renvoyer à cause donc, des projets de péage, etc. Ils se sont retrouvés en location à Kwakba. Finalement, ils ont perdu la parcelle, le domaine qu'ils ont à Kwakba, qu'ils ont loué à Benin Taxi, etc. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à payer à payer des locations pour pouvoir exister en tant que office de recherche géologique. Et donc, on en est là. Et normalement, dans leurs prérogatives, ils sont censés avoir des actions, ils sont censés faire des prestations de services, ils sont censés, en fait, exploiter eux-mêmes des briques aujourd'hui dont ils peuvent s'en servir pour aller construire des sites. Bon, donc, vous voyez un peu le système qu'on a. Le directeur là-bas aussi, c'est quelqu'un qui n'est pas du domaine, qui ne comprend rien bon, il a essayé donc de nommer quelques jeunes autour de lui pour booster un peu, mais aujourd'hui, on voit en fait que il a fait ça pour pouvoir faire passer ses entreprises à lui, privées, qui gagnent un certain nombre de marchés qui sont mal exécutés aujourd'hui. Et c'est le problème persécute. Et ça, c'est en complicité avec le DAC, M. Cora, qui était là en son temps et qui était en fait le président du conseil d'administration de l'OBHM. Et vous avez aussi
Typiquement, vous avez là la directrice juridique, Madame Serradé, de la SNHB, qui était en pleine négociation sur le bloc 4 de CNNPC, donc au profit donc du ministère, qui s'est retrouvé donc du côté de WAPCO. WAPCO qui est aussi une filiale de CNNPC. Là, c'est un flagrant conflit d'intérêts également qui s'est mis en place parce que normalement, dans aucun pays, en fait, je veux dire, quand vous avez ces gens de pose de niveau de responsabilité, à moins que vous soyez un simple ingénieur, quand vous êtes un simple ingénieur, vous traversez la rue, vous allez d'une entreprise à une autre. Mais quand vous êtes à un poste de directeur, que vous êtes dans le secteur public, vous n'allez pas dans le secteur privé sans au moins passer la période de retenue, une période de retenue de 2 ans est nécessaire. Parce que là, aujourd'hui, elle ira vendre tous les secrets à WAPCO, et comme WAPCO, c'est CNNPC sur le bloc, le bloc 4. Bon, mais rien ne prouve que quand elle était à la CNHBR, elle ne vendait pas de secrets déjà. Mais tout cela, c'est déjà que M. Adambi l'a ramené du ministère. Elle était également stagiaire. Elle était stagiaire au ministère donc, des Mines. Ils l'ont juste ramené, ils l'ont juste nommé directeur comme ça, sans aucune compétence. Et ça, des- ces phénomènes étaient déjà par exemple, vous avez celui euh, qui s'occupait donc du volet juridique, etc., Monsieur Eric Nata. Ça l'a frustré tellement que quand, quand ils ont été tous coupés et quand ce monsieur se donnait à réviser le code pétrolier qu'on a finalement remis à Drakenbach à 500 millions de francs CFA, ça l'a frustré qu'il a dû démissionner de la SNHB et c'est ce qui a fait qu'il est parti de la SNHB. Bon, récemment, j'ai appris qu'il est aussi dans le système depuis le décès de son papa, le l'ex-directeur de la RAC, là, M. Nata. Donc, peut-être que Talon l'a recyclé là-dessus pour faire un peu honneur à la famille. Mais bon, vous voyez un peu, typiquement celui-là, par exemple, il n'a pas hésité à claquer la porte quand ça n'allait pas. Et c'est déjà comme ça qu'il faut pour le Bénin à un moment donné. Donc, quelles sont les propositions aujourd'hui pour le poste de ministre aujourd'hui? Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir quels sont les ministres, parce qu'on va se dire, mais lui, là, il vient chaque fois crier, telle personne n'est pas bon, telle personne n'est pas bon. On dit, quand on ne sait pas d'où on vient, où on va, il faut retourner d'où on vient. Aujourd'hui, Tonato, franchement, c'est pas quelqu'un qui est fait pour ce poste-là. Il y a un flagrant conflit d'intérêt. Donc, si au pire des cas, parmi tous ceux qui entourent Patrice Talon, il ne trouve personne, le mieux, c'est peut-être de ramener M. Adambi, bien que moi, je ne l'aime pas. Je pense que quand même que c'est quelqu'un aujourd'hui qui protégeait le ministère contre la détricotation donc, qui était en place au niveau donc, de la réorganisation du secteur minier. Bien qu'il ait laissé passer l'étude, il était quand même en conflit, en bras de fer contre ce ministre-là pour que la DGMI ne soit pas supprimée parce que c'est le projet derrière en fait. Ou sinon, vous avez son SGM, M. Adjo, dont j'ai toujours parlé. Bon, vous avez compris que ce n'est pas une guerre de personnes, c'est des gens aussi qui peuvent occuper ces postes de responsabilité. Tel que le disait le ministre, le conseil, le secrétaire général du ministère, il disait il faut quelqu'un qui maîtrise la maison. Lui, par exemple, il maîtrise très bien la maison. Donc, il peut assumer ce poste-là sous Patrice Talon lui-même, peut-être. Ça peut être un ministre provisoire, ou sinon le directeur de cabinet, ou sinon la directrice générale des mines, bien qu'on sait que celle-là aussi, elle n'est pas tout à fait performante sur certaines choses, mais elle peut quand même assumer ce poste-là, ou Monsieur Osseni, le directeur de l'OBLGM, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous avez aussi Monsieur Adeniran, le directeur de la Direction générale des hydrocarbures et ressources, qui aussi n'a pas brillé pour sauver le Bénin sur le projet WAPCO, mais qui peut aussi, au pire des cas, vous avez ces profils-là qui peuvent gérer. Vous avez aussi M. Moussa Yari qui peut aussi assumer ce poste-là. Et vous avez toute une panoplie donc, de jeunesse que j'ai mis en vert avec leurs photos, qui sont la directrice d'exploration au niveau donc, de la SNHB, Madame Biaou. Vous avez. Ah, j'ai mis M. Kaki pour celui-là. Non, il s'appelle Adjadji, M. Adjadji. Monsieur Adjadji, c'est lui là, chez Mikaki, il s'appelle Adjadji en fait. Il est aussi le directeur d'exploration au niveau de la DGHR. Vous avez le directeur de recherche géologique et vous avez le directeur d'exploitation minière au niveau de l'OBLGM. Ces deux messieurs, c'est de l'OBLGM. Donc, vous voyez des profils qui connaissent un peu bien la maison, que ce soit des profils miniers ou pétroliers qui peuvent aussi gérer la maison. Vous avez aussi des profils au niveau de l'eau, au niveau donc de l'énergie qui peuvent gérer la maison, que je n'ai pas cité ici. Vous avez un certain nombre de profils, des experts, des anciens
qui a géré le champ de pétrole. Donc, monsieur Jean-Jacques Achadé, dont vous connaissez le parcours et que celui dont je vous ai parlé, il peut très bien faire le poste. Lui, il a d'ailleurs souvent renoncé à ce poste-là. Et c'est lui qui a d'abord positionné monsieur Kassa, lors de son deuxième mandat, il a dit non, il renonce, il ne voulait pas ce poste-là. Il a dit au club Nago, entourait Yahi Boni, et Yahi Boni, du coup, il lui a demandé, mais qui est-ce que vous me recommandez? Ils ont recommandé Kassa, et donc d'où Kassa est arrivé. Bon, donc vous avez aussi Monsieur Ansem Agbaundo, c'est l'ex-directeur général donc de la DGHR aujourd'hui, et aussi il a été directeur résident donc, de plusieurs compagnies. Vous avez plein de cadres que je ne vais pas citer ici, mais que j'ai listé, que Patrice Talon ou en tout cas que ces agents peuvent voir. Mais au-delà de tout ça, si on a besoin de ceux-là qui ont un peu de la poigne, qui enfoncent un peu dur, il faut revenir au ministre Akpona. Moi, j'ai fustigé le fait qu'il a nommé des gens complètement incompétents dans le domaine minier, mais au-delà de tout, c'est quelqu'un quand même qui a une bonne vision et qui peut faire le job. Et si lui, il n'est toujours pas éligible, vous avez M. Tchokon, le secrétaire général du ministère, qui connaît toujours le ministère, qui est également aussi mis au placard parce que, à cause de son franc-parler, et voilà, il peut aussi faire le job. Il est aujourd'hui à la direction générale des mines et sans position également, je veux dire sans poste de responsabilité énorme. Vous avez M. Kaki, dont je vous ai dit qu'il était resté sous Yahi, qui a fait, lui, trois députés à Yahi Boni. Yahi Boni a voulu le récompenser. Lui, il était en quatrième position sur la liste. Et donc, au final, il a dit, OK, il allait former une fronde et aller sur une autre liste sous Yahi, le dernier quinquennat de Yahi Boni. Yahi Boni lui a dit non, écoutez, monsieur, revenez et battez campagne et faites 4 sur 4. Au final, ils ont fait 3 sur 4, mais comme il était en quatrième position, il n'a pas eu le truc. Yahi Boni lui a proposé le poste, il a refusé. Et en son temps, il était directeur de cabinet de Cassa. Bon, les deux ne s'entendaient pas dans tous les cas parce que c'est quelqu'un qui a un franc-parler. Vous avez aussi monsieur Bertin Kouvi aujourd'hui qui reprend certains nombre de programmes panafricanistes, mais dont moi je pourrais aussi me méfier parce que je me dis que c'est un politicien qui a juste un discours politique. Peut-être qu'il a aussi des ambitions honorables et qui veut bien faire le travail, mais je ne pourrais pas certifier aujourd'hui ses ambitions. Mais je pense que quand même, à travers ce qu'il a proposé, c'est des pistes de solutions qu'il nous faut, c'est ce qu'il nous faut pour le Bénin, et peut-être qu'il pourrait être aussi favorable. Mais sinon, en vrai de vrai, la seule personne qui pourrait gérer ce ministère-là pour le reste du temps, c'est Monsieur le Président lui-même. Peut-être soit il nomme un certain nombre de personnes parmi ces messieurs que j'ai listés là, et lui-même il garde toujours la main, il gère depuis la présidence comme il a su très bien le faire du côté donc, de certain nombre de choses. Et là, en ce moment, vraiment, on pourra espérer qu'il n'y ait pas en fait de dérive et que cela ne soit pas rédhibitoire pour sauver le secteur du pétrole. Merci beaucoup. Ok, donc merci beaucoup, Monsieur Florent Essou. Oui, On a fait, en tout cas, oui, une présentation vraiment détaillée, complète, ouais. et on a pu aborder tous les aspects de la question. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et bonne soirée. Merci bien. Ouais.